Goedemiddag allemaal. Dank u wel dat u terug in de zaal bent. Hopelijk opgekwikt met wat eten en drank en een lekker dessert. Er komt nog een heel interessant namiddagprogramma aan. We zijn in blijde verwachting van de 3 regionale bevoegde ministers. Die zullen dadelijk wel verschijnen. En in afwachting daarvan mag ik u mevrouw Claire Godin voorstellen. Claire heeft zeer veel ervaring op het vlak van gendergelijkheid bevorderen op de arbeidsmarkt in de brede zin van het woord en dan met een specifieke ervaring binnen de financiële sector. En het is het voorbeeld of de goede praktijk van Women in Finance die zij hier vandaag aan ons komt voorstellen. Oké. Hallo, hallo. Het lukt. Oui, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est effectivement l'histoire des 4 dernières années pendant lesquelles on a mis en place dans le secteur financier pour la première fois une approche sectorielle de diversité, équité et inclusion pour l'ensemble du secteur. Moi-même, Claire Godin, j'ai été responsable diversité dans une grande banque pendant 10 ans. En ne faisant que ce travail-là à temps plein et en ayant une équipe et un budget, en ne travaillant que sur ces questions. Et donc, au bout de 10 ans, ça m'a donné l'occasion d'avoir expérimenté différentes choses et de me dire, finalement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de partager tout ça avec tout le secteur que je connaissais bien, qui était celui de la finance. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais en fait, avant d'aller plus loin, je voudrais aussi réfléchir avec vous en quelques mots à pourquoi une approche sectorielle, en fait? Quel est le sens de ça? Et en réalité, quand on... Voilà. Sorry, hein, les slides sont en anglais. Je ferai peut-être aussi, à un moment donné, je passerai peut-être un peu au néerlandais, mais c'est aussi notre réalité, la diversité linguistique et l'inclusion linguistique. Hein, que personne ne se sente oublié par rapport aux langues qui sont parlées, c'est un sujet important également. Mais tout d'abord, pourquoi une approche sectorielle? En fait, si on réfléchit quelques instants, on se rend compte tout de suite que, secteur par secteur, nous avons un mix qui est différent. Si je prends l'exemple de la finance, je pense qu'on vous a partagé certaines statistiques ce matin. Je pense que les miennes ne doivent pas être très éloignées, j'espère. 52% de femmes globalement, donc en fait une majorité de femmes dans le secteur financier, mais seulement un petit 30% au niveau de ce qu'on appelle le senior management, donc le niveau direction, et puis seulement dans les 20% au niveau des comités exécutifs, donc c'est clairement pas suffisant. Si on parle de l'âge moyen, 46 ans, le même pour les femmes et pour les hommes, ça reste un secteur extrêmement blanc, extrêmement peu divers culturellement, donc là aussi ce sont de vrais points d'attention sur lesquels il faut travailler. Si vous pensez à d'autres secteurs, hein, on a eu la présentation ce matin du secteur de la construction, clairement un secteur infiniment plus masculin que le nôtre, même si notre secteur, la finance, a aussi une image masculine, mais les chiffres derrière l'image sont parfois différents. Si vous pensez à des secteurs comme les hôpitaux, vous voyez tout de suite à quel point les premiers niveaux sont essentiellement féminins, les infirmières, les aides-soignantes, le top management dans les hôpitaux étant parfois un peu moins divers. Et donc, en soi, cette idée de se dire, au sein de chaque secteur, on a des problématiques, on a des priorités. Pensez aussi au secteur des tech, hein, de l'IT, où le premier souci, c'est d'avoir des filles qui ont au moins fait les études qui vont permettre d'entrer dans le secteur. Donc vraiment, cette approche sectorielle, elle est fondamentale. Et donc, ça, c'est en tout cas un premier élément. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que vraiment, partager les pratiques, ça aide. Ça aide, ça permet d'accélérer. On se rend compte aussi que, du coup, les pratiques partagées par des entreprises parfois plus grandes, qui ont parfois plus de moyens, vont permettre d'être copiées directement par des entreprises plus petites et qui ont moins de moyens. Et puis, un troisième élément que je n'avais pas vu venir à la base, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important, ce que j'ai appelé ici peer pressure, la force de la concurrence, hein, la pression de la concurrence. Ça, c'est une réalité, en fait, à l'intérieur de chaque secteur. Et pourquoi pas l'utiliser pour faire avancer les choses? Donc voilà, c'est certainement un premier élément que je voulais vous apporter sur, au fond, pourquoi on a choisi d'avancer en matière de diversité et d'inclusion à l'intérieur d'un seul secteur.
Après, ce que nous pouvons apporter à chaque membre du secteur, et je vais tout de suite vous montrer des exemples beaucoup plus concrets, c'est d'abord peut-être une perception différente de ce qui se vit à l'intérieur. Pourquoi? Chaque entreprise, typiquement, fait ses propres enquêtes de satisfaction, d'engagement. Mais quand on pose des questions au niveau secteur, donc une question qui vient de l'extérieur, souvent, on va attirer des réponses peut-être plus sincères ou aussi sur des sujets qui peuvent être plus compliqués. Le fait de travailler ensemble, ça nous permet aussi de construire une approche commune et des raisons, au fond, communes d'avancer. Et au niveau du secteur financier, la raison qu'on a choisie, c'est vraiment de dire, collectivement, si on a des équipes plus mixtes, à la fois en genre, mais aussi, idéalement, en génération, en langue, en origine, on va être capable de prendre de meilleures décisions. Donc la qualité de la décision, la capacité à innover, la capacité à gérer les risques le mieux possible. Il y a pas mal d'études qui montrent que les équipes plus mixtes en termes d'hommes-femmes vont prendre de meilleures décisions en termes de risques également. La capacité à retenir, à attirer, mais aussi à retenir les meilleurs talents. Et puis la capacité à se connecter avec les besoins des clients, évidemment. Donc tout ça sont des éléments qu'on peut apporter aux membres. Je l'avais dit tout à l'heure, aider les membres de plus petite taille à avancer en partageant. Et puis finalement, partager des outils. Vous allez voir tout de suite le genre d'outils que nous partageons avec nos membres. Mais aussi créer un vrai réseau, même, je dirais, une communauté, qui permet aux collègues, quel que soit leur genre dans le secteur, eh bien, de se connecter à d'autres et de se sentir moins seuls face à des situations qu'ils peuvent vivre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, finalement, Women in Finance, qu'est-ce que c'est? D'abord, je voudrais attirer l'attention, ce n'est pas les femmes dans la finance, si on traduit. Hein. Vous avez vu sans doute qu'il y a un petit point entre le we et le men. Donc, c'est un ensemble de collègues de tout genre qui s'engagent concrètement pour faire bouger les choses. Et puis, avant tout, ce n'est pas un réseau de femmes ou même un réseau de femmes et d'hommes à la base, c'est une association d'institutions financières. Donc aujourd'hui, 54 entreprises du secteur, à partir de la semaine prochaine, 55. Il y a 4 ans, quand on a lancé Women in Finance, on avait 26 entreprises qui venaient signer cette charte, qui consiste à s'engager, pas sur des tas de choses, en fait on s'engage à un truc assez simple. Chaque entreprise s'engage à mesurer ses propres plafonds de verre. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment mesurer à l'intérieur de la structure de l'entreprise, niveau par niveau, sous-niveau par sous-niveau, quels sont les niveaux où on perd les femmes. Parce que ce n'est pas tout de faire du recrutement. Si on ne travaille pas aussi sur la rétention, si on ne travaille pas aussi sur la culture, sur une culture inclusive où les gens se sentent respectés, bien, au fond, on va attirer par la porte tout un nombre de personnes qu'on va finir par perdre par la fenêtre. Donc c'est absolument fondamental de travailler sur ces questions de glass ceilings. Et donc les 54 entreprises membres ont toutes fait cet exercice et le refont chaque année d'identifier quels sont les niveaux précis où ils perdent les femmes, de façon à pouvoir mettre en place des actions concrètes. Alors, on a effectivement 6 groupes de travail qui regroupent une centaine de collègues de toutes ces organisations. On organise chaque année une dizaine d'événements et d'ateliers qui peuvent aller de sujets aussi différents que celui qui commençait juste il y a une heure avant que j'arrive ici, sur les réglementations européennes en matière de gender pay gap, comment on mesure le gender pay gap, comment on essaye de réduire le gender pay gap, notamment, mais aussi des sujets comme comment est-ce que j'implémente dans mon entreprise une politique concrète pour lutter contre le sexisme. Hein, donc ce sont des choses vraiment importantes. On a entre-temps plus de 1000 employés de toutes ces entreprises qui ont suivi certaines de nos formations, de nos ateliers et de nos événements. On a rassemblé 18 CEO de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance pour réfléchir avec eux aux problèmes que nous avons identifiés, que je vais tout de suite vous partager. Et puis on a aussi 25 outils en libre service, in het Frans, in het Nederlands en in het Engels, dat je kan gewoon downloaden en gebruiken voor elke sector. Et puis finalement des enquêtes
qu'on fait, et je vais vous en montrer tout de suite un exemple, qui permettent aux CEO, aux responsables RH, de mieux comprendre certaines priorités qui parfois sont moins visibles. Donc effectivement, comme je le disais, 54 entreprises qui représentent ensemble en termes de travailleurs, de nombre de travailleurs, plus de 90% du secteur. Donc on est vraiment très content de ça. Et bon, voilà, 54, à partir de la semaine prochaine, on rajoute un logo, 55. Et ce qui est intéressant, vous vous rappelez que j'ai mentionné le peer pressure, la pression de la concurrence. En réalité, on a effectivement démarché les entreprises du secteur pour avoir les 26 premières il y a 4 ans. Et toutes les suivantes depuis sont venues elles-mêmes jusque chez nous en disant « comment est-ce que je deviens membre ?» Donc je trouve ça vraiment intéressant comme élément à mentionner. Ceci, c'est juste pour vous montrer à quel point on a encore besoin de travailler. Donc en 4 ans, on n'a pas supprimé les plafonds de verre. On a au moins fait en sorte que dans chaque comité exécutif de nos membres, ce sujet soit abordé, ce sujet soit mesuré, ce sujet soit mieux compris. Donc en fait, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez tout voir, mais donc 52%, comme je le disais, au niveau de l'ensemble du personnel, 46% au niveau des cadres moyens, ce qui est pas mal. Vous pourriez dire, ah donc ça veut dire qu'au sein des cadres moyens, il n'y a pas de plafond de verre. Erreur. Quand on utilise notre technique qui permet vraiment de mesurer sous-niveau par sous-niveau, on voit que déjà au milieu des cadres moyens, on perd tout un gros pourcentage de femmes. Donc nous, notre message vis-à-vis des membres, c'est ne vous arrêtez pas au premier chiffre, allez plus profond, et quand vous pouvez, faites aussi la différence entre les départements, découvrez ce qui se passe dans votre département IT ou dans votre salle des marchés, parce que vous risquez de voir des choses nettement moins sympathiques que sur l'ensemble de vos chiffres. Senior management, donc la direction, 30%, 23% seulement dans les comités exécutifs. Et je voudrais juste m'arrêter un instant là-dessus, parce que les comités exécutifs, c'est vraiment un niveau particulièrement important. C'est un niveau que les hommes et les femmes d'une entreprise voient tous les jours. C'est un niveau qui décide du futur de l'ensemble du personnel. Donc la mixité et la progression de la mixité au niveau des comités exécutifs, c'est un vrai enjeu, c'est vraiment important, je voulais le mentionner. Et bien sûr, les conseils d'administration, 24%. Donc je voudrais maintenant vous partager juste quelques résultats de notre enquête, et vous allez voir en avant-première, la preuve que ce n'est pas du pinkwashing, c'est que les résultats ne sont pas beaux à voir. Mais je pense qu'un secteur qui a le courage de se poser les questions difficiles et puis de partager assez ouvertement les résultats, c'est un secteur qui avance en tout cas. Donc je trouve ça personnellement intéressant. On a l'an dernier adressé des questions à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du secteur de la part de Women in Finance et on a reçu plus de 1350 réponses, tout à fait représentatif du secteur, donc on a vraiment pu travailler avec ça. Majorité de femmes, ce qu'on peut comprendre quand on reçoit une invitation de Women in Finance, pas de souci, mais quand même un bon tiers d'hommes qui ont répondu. Les différentes tranches d'âge qui sont représentées sont celles de notre secteur, tout à fait normal. Et alors, premier choc et premier résultat vraiment impressionnant, c'était de voir que 28% des personnes qui ont répondu disent envisager de quitter leur organisation. Et encore plus, quand on cherche à comprendre qui sont ces 28%, on se rend compte qu'en fait, 37% des femmes qui sont dans des postes de direction envisagent de quitter l'entreprise contre 19% des hommes, donc 2 fois plus. Alors vous allez dire pourquoi? Est-ce qu'on est sur le work-life balance? Pas du tout. Le work-life balance, donc l'équilibre travail-vie privée, n'est pas une des raisons pour lesquelles les femmes souhaitent quitter leur entreprise. C'est le style de leadership, les jeux politiques, political spell, et la culture d'entreprise. Et vous voyez, là, on parle de choses totalement différentes. Hein, on se dit, ben oui, on peut mettre tout ce qu'on veut en place comme technique pour recruter davantage. Si on ne travaille pas sur la culture, si on ne travaille pas sur le vécu, eh bien, on n'avance pas, en fait. Et on va continuer à perdre des talents au quotidien. Alors, on a posé toute une série de questions, et je vais juste en montrer 4-5, comme ça, pour vous montrer un peu le genre de questions qu'on a pu partager après avec les CEO du secteur, notamment. D'abord, la question de se dire, en fait, est-ce que c'est OK, dans mon organisation, d'avoir un avis différent et de l'exprimer? Et donc, 60% des répondants ont dit oui, c'est OK.
Mais c'est intéressant de voir déjà qu'on a quand même une expérience différente des hommes et des femmes. Par exemple, ici, on voit que les hommes dans le management sont à 74% convaincus que, bien sûr, dans notre entreprise, chacun peut exprimer une opinion différente et que c'est tout à fait apprécié. Les femmes sont moins sûres, 61%. C'est intéressant. Après, on a cette question d'assimilation. Ça, c'est quelque chose, peut-être certaines d'entre vous ont déjà vécu au travail. L'assimilation, c'est le fait, à un moment donné, de devoir adopter un comportement qui n'est pas votre comportement naturel, simplement à cause de la pression qui est exercée dans l'entreprise à utiliser ce comportement. Si, par exemple, il y a un seul style de leadership, et pas de chance, ce n'est pas le vôtre, et vous êtes en position de leader, qu'est-ce que vous allez faire? Probablement, vous allez essayer de copier un petit peu ce qui se passe, et ce n'est pas confortable, et ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas idéal. Une entreprise inclusive, c'est aussi une entreprise où chacun peut avoir son style de leadership, pour autant qu'il est évidemment respectueux de chacune et de chacun. Et donc là aussi, on voit que les femmes ont 2 fois plus que les hommes cette problématique à devoir s'assimiler. Donc c'est un point d'attention. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette appellation de soft skills. Soft skills, c'est tout ce qui est les compétences humaines de type l'écoute, l'empathie, la co-création, la capacité à développer les personnes de son équipe. Et donc là, on a une réaction très intéressante dans notre survey. On a une écrasante majorité de personnes qui nous disent « oui, les soft skills sont appréciés dans notre entreprise ». Et quand on dit « s'ils sont appréciés, on va quand même supposer qu'ils sont aussi reconnus financièrement ». Ils ne sont pas reconnus financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a trop tendance encore à se focaliser sur l'expertise dans une tâche spécifique, sur la mesure d'objectifs, par exemple en termes de vente, alors que c'est sûr que si, par votre empathie, par votre écoute, par votre capacité à développer les collègues, vous développez du capital humain, pour parler vraiment dans ce langage-là, mais vous êtes extrêmement positif pour l'entreprise. Alors, j'en termine pour cette enquête-ci avec ce slide qui est assez interpellant. 56% des répondants qui disent avoir été victimes de petites blagues ou de commentaires dénigrants. Et quand on leur demande est-ce que ça a un impact pour vous, on voit qu'effectivement 65%, encore plus de femmes que d'hommes, nous disent oui, ça a un impact. Ce qui est vraiment intéressant aussi à mesurer, c'est qu'on peut presque dire que l'expérience de travail des hommes et des femmes, en tout cas je parle de la finance, n'est pas complètement la même. En ce sens qu'ici, vous voyez que 73% des hommes nous disent « je n'ai jamais subi de plaisanteries à mon sujet ou de commentaires dérogatoires à mon sujet, donc je ne connais pas cette expérience », contre moins de la moitié des femmes. Ce qui veut donc dire que plus de la moitié des femmes sont passées par là d'une façon ou d'une autre. Des commentaires sur le physique, des commentaires sur le côté peut-être trop émotionnel, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai point d'attention. Les questions liées au harcèlement sont importantes. Le fait aussi d'entendre simplement des commentaires sexistes. Je dois dire que le score de 26% des répondants qui n'ont jamais entendu des commentaires sexistes au travail me laisse un peu perplexe parce que je pense que dans la réalité, on va dire que de façon très honnête, j'imagine que 90%, c'est en général d'ailleurs le taux qui est retenu, 90%, en tout cas des femmes l'ont déjà rencontré, au moins 40% des hommes aussi. Et donc, c'est une réalité quotidienne du monde du travail malgré tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en abordant ce sujet, donc en travaillant dessus, donc on organise des workshops très concrets avec les DRH pour leur expliquer comment on peut vraiment avoir une stratégie sur ces sujets pas simples. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en allant sur inclusioninfinance.be, vous trouverez des outils qui vous expliquent comment démarrer ce genre de pratique. Et puis, je voulais quand même juste vous montrer 2 autres enquêtes, mais en juste une image. Donc, on va aller super vite là-dessus. L'une qui concerne l'inclusion multiculturelle, qui est aussi quelque part intersectionnellement liée au genre. Les femmes, ce n'est pas que les femmes d'origine belge, c'est toutes les femmes. Et dans la finance, c'est vraiment important d'y être attentif. On a fait cette enquête, et quand on a vu les résultats de cette enquête, on a décidé de lancer Multicultural Bankers. Donc, depuis quelques jours, le site multiculturalbankers.be
.be est en ligne, vous montre des portraits de banquiers et de banquières de différentes origines et met en place aussi un événement de lancement qui aura lieu le 20 octobre. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'était notamment ce slide-ci. Mais tous ces slides sont en ligne sur le site de Febelfin, ce qui montre bien que la fédération partage tout ça assez ouvertement. Donc c'était aussi une enquête anonyme avec plus de 1000 réponses et dans laquelle on proposait aux gens, s'ils le souhaitaient, de s'auto-identifier en termes d'origine. Et donc on leur demandait, est-ce que vous entendez? On ne demandait pas si vous êtes victime, hein, mais est-ce que vous entendez parfois, souvent ou très souvent, des micro-agressions racistes au travail. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate à peine plus de 22% pour les collègues qui se définissent comme d'origine belge ou d'origine d'Europe occidentale, contre plus de 2/3 des collègues qui s'autodéfinissent comme étant noirs ou originaires d'Afrique du Nord. Donc c'est vraiment aussi une réalité de carrière extrêmement différente. Et quand on leur demande est-ce que ça impacte votre confiance en vous et votre travail, eh bien, on voit clairement que la moitié d'entre eux dit oui, ça impacte ma capacité, ma confiance en moi, ma capacité à progresser. Donc ce sont des sujets hyper importants. Et donc c'est avec ce réseau qu'on a construit Multicultural Bankers qu'on va de l'avant là-dessus. Alors on a aussi fait une étude sur l'inclusion LGBTQI et plus dans le secteur financier, donc plutôt tout ce qui touche à l'homosexualité, pour voir un petit peu comment les personnes qui se sentent concernées, soit parce qu'elles s'identifient elles-mêmes comme membres de la communauté, soit qui se sentent alliées, perçoivent l'évolution du secteur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les résultats sont plutôt très positifs. Donc on a une grande majorité de répondants qui nous disent soit que le secteur est tout à fait inclusif vis-à-vis de leur situation, qui sont complètement open at work, soit que le secteur est tolérant. Ça, on aime déjà moins, évidemment. L'évolution, elle est clairement positive, hein, c'est le second graphique en bleu, donc ça c'est toutes les personnes qui disent ça évolue positivement. Et puis malgré tout, il y a encore 25% des répondants qui s'identifient comme étant gays ou lesbiennes qui nous disent mais je ne suis out at work que vis-à-vis de certaines personnes. Et donc ça représente évidemment une charge mentale importante. Je voudrais terminer simplement en mentionnant la toolbox que je vous ai mentionnée. Elle focalise sur 4 domaines qui sont la prévention des conséquences des biais au travail, hein, les biais que nous avons dans le recrutement, mais aussi dans l'évaluation des collaborateurs, etc. La gestion des micro-agressions et leur prévention, la communication inclusive et le leadership inclusif. Et je voudrais vraiment terminer par une mention à une initiative qui, elle, est multisectorielle, qu'on a mis en place durant la pandémie, qui est la charte Inclusive Panels. Je vous invite à vérifier le site inclusivepanels.be, où jusqu'à présent, 250 organisations et orateurs ou oratrices ont déjà signé cette charte complètement gratuitement, pour confirmer soit qu'ils ne siégeront plus sur des panels homogènes, soit qu'ils n'organiseront plus des panels homogènes. C'est-à-dire faire vraiment attention à avoir des orateurs et oratrices des différents genres, mais aussi donner la parole aux différentes générations, être attentif à la multiculturalité et au multilinguisme de notre pays. Et outre la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement une grande liste d'organisations qui ont signé, y compris une bonne partie du gouvernement fédéral et plusieurs des gouvernements régionaux. Voilà, c'était l'expérience que je voulais partager. Je voudrais encore juste aussi remercier pour toutes nos initiatives. On a toujours eu le soutien d'une part de la FEB, qui trouvait vraiment intéressant d'avoir un premier secteur qui avance dans ces domaines. Puis je voudrais aussi mentionner le soutien sans faille de Lisbeth, notamment à l'Institut, qui nous a permis aussi de rendre la charte Inclusive Panels beaucoup plus visible. Donc voilà, ce sont des sites intéressants. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Claire, pour ce discours très inspirant, je pense. Maar het is tijd aan de regionale ministers. We zijn ontzettend blij dat u hier alle 3 vandaag aanwezig wou zijn voor dit thema dat wij in ieder geval zeer belangrijk vinden. En ik denk dat u mij gaat bevestigen dat dat ook voor elk van u het geval is. Ik zou graag willen beginnen met een vraag die u eigenlijk voor uw eigen
gemeenschap dan kan, gewest moet ik zeggen, pardon, zou invulling kunnen geven. Hè? Namelijk wat de specifieke uitdagingen zijn voor het gewest in kwestie. En ik zou misschien willen beginnen met Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, meneer Jo Broens. Ja, dank jullie wel. Ja, goed verstaanbaar. Als we vandaag naar de Vlaamse arbeidsmarkt kijken, dan mogen we wel vaststellen dat wat de aanwezigheid van vrouwen, de werkzaamheidsgraad van vrouwen betreft, dat vrij behoorlijk is als je dat afzet ten aanzien van het Europees gemiddelde. Meer dan 73% ten aanzien van net geen 70% in het Europees gemiddelde. Bij de mannen ligt het op 80%. Bij de hogescholen zitten we zeer hoog. 87% bij de vrouwen, 90% bij de mannen. De grote uitdaging, de kloof ligt bij de kortgescholden, maar de allergrootste uitdaging in Vlaanderen blijft nog altijd ten opzichte van de rest van Europa de activering van vrouwen met een migratieachtergrond. We hebben het daar vorig jaar ook over gehad. Ik moet dat vandaag herhalen, want daar ligt toch wel nog heel wat werk op de plank. Geen 40%. Geen 40% van de vrouwen met een migratieachtergrond zijn vandaag actief op die Vlaamse arbeidsmarkt. En dan ga je kijken naar de redenen, naar de oorzaken. Stoppen we nog altijd op cultuur en taal die als voorname reden worden aangegeven. Maar dan stel je natuurlijk daarbij de vraag, ja, dat is waarschijnlijk in andere landen dan ook zo. En waarom slaagt men er in die andere landen dan wel in? Hè? Dus cultuur wordt aangegeven dat de vrouwen hier meer kiezen voor de zorg, voor het gezin. En dat maakt dus dat we ook in die richting ook wel zoeken naar oplossingen. Als ik dan meteen een brugje mag maken naar de antwoorden die we dan daar zoeken, dan denk ik dat het belangrijk is dat je ook die groep aanspreekt op hun talenten. Dat je die groep ook aanspreekt op hun competenties die er ongetwijfeld ook zijn. Maar we stellen vandaag vast dat we die via de klassieke kanalen onvoldoende bereiken. De VDAB in Vlaanderen werkt van oudsher hoofdzakelijk met mensen die dus als werkzoekenden zijn ingeschreven, met een werkloosheidsuitkering. En de grote uitdaging op dit ogenblik in Vlaanderen om de vele vacatures in te vullen, is die niet-beroepsactieve groep Vlamingen bereiken. En daar is een heel belangrijke groep vrouwen met een migratieachtergrond. We werken graag met rolmodellen. Rolmodellen die inderdaad de stap wel hebben gezet. We hebben heel concrete projecten. Als we mensen aanspreken op hun competenties, het zijn mensen die heel vaak die vaardigheden in de zorg wel onder de knie hebben. Zorg voor kinderen, zorg voor ouders. Een heel concreet ESF-project gaat er dan over dat wij hen opleiden richting kinderverzorgster. En dat zij de kinderen kunnen meenemen door de dag in de crèche, want dat vindt dan allemaal plaats in de crèche. En op die manier zij ook als het ware nieuwe rolmodellen kunnen worden om op die manier dan ook weer andere mensen te kunnen aanspreken in hun doelgroep. Ik denk dat daar voor ons een heel belangrijke kanteling als het ware ook ligt in de wijze waarop de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling vandaag te werk gaat. Dus dat ze zich ook echt richten op de groep, de outreachende aanpak, naar de buurt, naar de wijk gaan om die mensen daar te bereiken en met hen aan de slag te gaan. Super, dank u wel. Madame Christine Moreale, pour vous la même question. Donc, vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Donc, beaucoup de leviers dans votre domaine de compétences. Donc, aussi un peu la même question. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques pour la région wallon? Le défi, c'est d'améliorer le taux d'emploi et de travailler sur le taux d'emploi global, mais en sachant qu'on a un écart qui est plus important au taux d'emploi des femmes. Et donc, on a progressé au cours de cette législature où on voit qu'il y a une légère progression du taux d'emploi des femmes, donc il y a l'augmentation du taux d'emploi classique, et qu'on a fait un léger pas pour améliorer le taux d'emploi des femmes. Ça, c'est le premier élément. Il faut évidemment avoir plusieurs biais et plusieurs politiques de discrimination positive pour essayer d'amener des femmes dans des secteurs qui sont soit des secteurs qui étaient historiquement dédicacés à beaucoup de personnes masculines, de travailleurs masculins. Alors, on parle, je dirais assez classiquement, du secteur de la construction, par exemple, du secteur entrepreneurial, puisque à peu près on a aujourd'hui chez les indépendants, 35% par exemple des indépendants en Belgique sont des femmes.
Ça veut dire que les 3/4 sont des hommes, ce qui doit nous amener à pouvoir travailler sur ce volet, par exemple. On a aussi tous les secteurs qui sont les secteurs prometteurs, comme les métiers liés à la digitalisation et au STEAM en général, pour lesquels nous avons effectivement profité du plan de relance pour essayer de valoriser et assurer la promotion des métiers avec un plan qui travaille sur la valorisation des STEAM, mais où on a implémenté systématiquement à travers le plan genre des mesures spéciales pour que les femmes soient attirées. On voit que dans les orientations de ces métiers-là, dans les formations aujourd'hui, il y a un taux qui est extrêmement bas, ou en tout cas qui devrait être bien plus élevé. On a historiquement parfois des explications qu'on a données sur la pénibilité des métiers, par exemple liés à la construction, et qui ne sont pas du tout applicables au secteur, par exemple, des STEAM, des métiers dans le digital et dans la numérisation, parce que là, on a une conciliation vie privée, vie professionnelle qui est bien plus facile à mettre en place. On a aussi des conditions salariales qui sont, du point de vue de la valorisation, plus importantes, et on a aussi des possibilités d'aménager son temps de travail. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs leviers et j'ai essayé de les croiser. D'abord, de sensibiliser tous mes collègues au niveau du gouvernement pour leur dire que systématiquement, ils doivent avoir une approche genrée dans les politiques qu'ils menaient, que ce soit dans la politique économique, mais que ce soit évidemment dans l'accueil de l'enfance, par exemple, ou d'autres secteurs, même dans les pouvoirs locaux. Et pour ce qui me concerne, j'ai pu faire des politiques croisées, puisque j'étais moi-même responsable, je suis moi-même responsable d'un tiers des compétences au moins au sein de la Wallonie. Donc, on a par exemple un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, 50 000 travailleuses dans le secteur des titres-services, pour lequel on sait que les conditions de travail, alors on n'a pas beaucoup, on n'a pas tous les leviers en région wallonne ou dans les régions en général, mais nous avons néanmoins des leviers. Nous avons légiféré pour que les minimums de durée de temps de travail ne soient plus aussi bas qu'ils étaient précédemment, et donc on a fait un décret pour dire c'est minimum 19 heures par semaine minimum. On s'est assuré que le fonds de formation professionnelle qui existait, qui était financé à la fois par la région, à la fois par les entreprises, puisse être totalement utilisé, parce qu'il était inutilisé quasiment, ou bien il servait alors à aider aux femmes à se dire bah, tiens, comment est-ce qu'on porte un seau sans se faire mal au dos. Je ne suis pas sûre que d'ailleurs ce type de formation-là, au cours de la carrière, il faut le faire avant, mais il faut surtout les aider, parce que ce sont des carrières pénibles, à ce qu'elles puissent rebondir vers d'autres secteurs, et donc les former tout au long de la vie et utiliser le fonds de formation dans son entièreté, et les mesures qu'on a prises permettent de les utiliser totalement. On a travaillé aussi dans le secteur des aides familiales. Les aides familiales, elles sont extrêmement nombreuses, plusieurs dizaines de milliers aussi, dans des secteurs qui sont occupés principalement, en tout cas par une grande majorité de femmes. On les a fait passer du statut d'ouvrière au statut d'employé, ce qui assure aussi une meilleure couverture, une meilleure prise en compte en cas de maladie qui serait liée à une incapacité de travail ou globalement à une meilleure valorisation salariale. Et puis, on s'est rendu compte que dans le marché de l'emploi, on a en Wallonie énormément de demandes dans les offres d'emploi qu'on prend du Forem, même s'il y en a beaucoup du VDAB qui sont incluses au niveau du Forem. On a plus de 50% des offres d'emploi qui exigent le permis de conduire pour pouvoir postuler. Or, on sait que dans les demandeurs d'emploi, il y a au moins 50% des demandeurs d'emploi qui ne disposent pas du permis de conduire, ce qui est évidemment un problème et qui est parfois le dernier levier, le dernier obstacle pour pouvoir occuper un emploi. Et donc, on a vu que non seulement c'était un piège, mais qu'en plus, on voit que le nombre de femmes qui n'ont pas le permis de conduire est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Et donc on s'est dit, on va prendre une mesure comme celle-là. Ce qui est intéressant, dans l'évaluation qu'on a faite, ça fait 2 années, on procède à des évaluations chaque année et on essaie de réajuster, c'est que la première année, j'avais 46% des passeports, des financements qui étaient dédicacés, enfin que les femmes ont utilisés, et c'est tombé à 40% la deuxième année. Ça veut dire que malgré les signaux qu'on a faits, on n'a pas obtenu encore, moi je souhaiterais que ce soit proportionnel au nombre de femmes qui n'ont pas le permis. Et donc il faut qu'on essaie de regarder pourquoi on n'arrive pas à dépasser l'offre qu'on leur propose et pourquoi ce sont principalement les hommes qui le font alors que les offres d'emploi sont quasi identiques dans les... Enfin, on demande, requiert le permis. On a fait aussi des plans coordonnés dans le cadre du plan de relance sur les métiers STEM. On a travaillé en amont sur la Cité des métiers où là on associe régions et communautés pour faire en sorte
sorte qu'on ait des cités des métiers qui font de l'orientation tout au long de la vie à l'égard de personnes qui sont dans des reclassements professionnels ou qui ont envie de changer de fonction, mais on essaye surtout de travailler en amont parce qu'on sait que le choix des métiers et les orientations se dessinent vers 10-12 ans. Et donc, notre objectif, c'est à travers les cités des métiers qui sont en train d'être érigées en Wallonie, que tous les enfants puissent passer par ces cités des métiers pour leur donner une vision qui est beaucoup plus large que la leur. Principalement, je pense à tous les enfants qui, quelque part, souffrent du déterminisme social de leurs parents, qui soit sont en inactivité, soit exercent dans un secteur qui est, je dirais, on reproduit souvent le métier de ses parents. Alors quand on a des parents qui ont des belles fonctions et des bons salaires, tant mieux, mais il y a tout le reste. Il y a aussi tous les gens qui arrivent sur le territoire et qui n'ont pas d'horizon professionnel. Et donc, on doit vraiment essayer de travailler sur cet amont, de travailler aussi, on a modifié les mesures sur les structures d'autocréation d'emploi. Je vous le disais, 1/3 des femmes seulement sont indépendantes, les 2/3 dans les statuts d'indépendants sont des hommes. Or, quand on lance des structures d'autocréation d'emploi pour inciter les personnes à lancer leur entreprise, là, on voit que dans les mesures qu'on a prises, il y en a 65% des femmes qui viennent dans nos publics de structures d'autocréation d'emploi et qui donnent des bons résultats parce que là, on a des taux de création d'emploi qui sont très, très importants. Donc, on doit les encourager. On a modifié les règles pour simplifier et pour attirer davantage encore de femmes dans ces métiers-là. On a aussi le champ de l'économie sociale qui représente en Wallonie 160 000 emplois, 6 600 entreprises, pour lequel on doit susciter des vocations parce qu'on a très peu de femmes qui occupent des fonctions d'entrepreneuriat social. Il y en a une dans la salle que je reconnais notamment, qui a fait l'objet d'une couveuse d'entreprise et donc un projet de ce type-là. Eh bien, je crois qu'on a travaillé pour avoir des chaires dans chacune des universités, pour aborder la question de l'entrepreneuriat et pour demander qu'il y ait des focus spécifiques qui soient faits pour attirer des femmes. On a aussi lancé des grosses campagnes de communication pour tous ces gens qui sont en reconversion professionnelle, pour les attirer dans le secteur de l'économie sociale avec un focus spécifique à l'égard des femmes. Voilà, je ne vais pas être trop longue, je pourrais l'être davantage, mais j'espère que j'ai brossé de manière un peu exhaustive les grandes mesures pour lesquelles on s'inscrit. Merci beaucoup. Et puis, last but certainly not least, Monsieur Claire Fayet, ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, de la transition numérique, des pouvoirs locaux et du bien-être animal. Donc pour vous aussi, la question, quels sont les défis spécifiques pour la région Bruxelles-Capitale? Alors la région de Bruxelles-Capitale, c'est une région comme les autres et pourtant elle a des caractéristiques très différentes. Ce n'est pas une région, c'est une ville. C'est une ville internationale. Et donc, elle a des caractéristiques propres, c'est que, comme beaucoup de villes, elle accueille beaucoup plus de flux migratoires et elle accueille des populations plus pauvres. C'est le cas de toutes les villes, mais Bruxelles, comme région, a ses caractéristiques urbaines très particulières. Le taux d'emploi en général et le taux d'emploi des femmes étaient structurellement plus faibles que les autres régions du pays et plus faibles que la moyenne européenne. Heureusement, le taux d'emploi a augmenté partout, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles ces dernières années. Heureusement pour Bruxelles, qui était plus mal placé, il a augmenté un petit peu plus vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, il est toujours en dessous. On vient de rattraper le niveau de la Wallonie. On est toujours en dessous du niveau de la Flandre. On a toujours des objectifs qu'on se fixe. Il a surtout augmenté le taux d'emploi parce que c'est le taux d'emploi des femmes qui a plus augmenté que le taux d'emploi des hommes. Ça veut dire qu'on est sur la bonne direction, que les programmes, les mécanismes mis en œuvre maintenant vont déjà dans la bonne direction, doivent être accélérés dans la mesure du possible pour atteindre un taux d'emploi. L'objectif pour Bruxelles, c'est 73,5 à échéance 2030. La moyenne belge, c'est 80%. Alors, les caractéristiques, l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes est le plus grand en région bruxelloise. Il y a 10 points d'écart en termes de taux d'emploi. L'écart est moins grand en Flandre et en Wallonie. Ça tient principalement à des caractéristiques propres au marché ou à la situation de Bruxelles, la population active en région bruxelloise. C'est que plusieurs études, et notamment une étude du Conseil supérieur de l'emploi publiée en mois de février ou mars ou janvier, c'est au début d'année, voilà, que j'ai lu avec intérêt sur la promotion de l'emploi des femmes, a bien montré que, et Jo Bruns l'a rappelé tout à l'heure, que la participation au marché de l'emploi des femmes d'origine étrangère et principalement des pays méditerranéens non européens est beaucoup plus faible. Et il est même plus faible en Flandre et en Wallonie qu'à Bruxelles.
Mais comme cette composante de la population est statistiquement si importante en région bruxelloise, puisque 70% de la population active est d'origine étrangère à Bruxelles, ça marque la statistique globale de la région bruxelloise. Voilà pourquoi chez nous, l'écart homme-femme en termes de taux d'emploi est beaucoup plus grand, parce que cette composante de la population est plus importante chez nous. Et donc ça, c'est une des caractéristiques spécifiques de la région bruxelloise, c'est comment amener à l'emploi cette composante importante de la population que sont les femmes d'origine turque, marocaine, albanaise, etc. Et le rapport indique que le phénomène majeur, semble-t-il, c'est ce qu'ils appellent les normes sociales. Il m'est arrivé d'utiliser une autre expression qui était malheureuse, mais on va appeler le terme normes sociales pour indiquer les enjeux que nous rencontrons en particulier. Une autre caractéristique propre de Bruxelles, c'est que la population est globalement plus pauvre, parce que les centres-villes concentrent ou attirent plus la pauvreté. Et qui dit population pauvre, dit population peu ou moins formée. Et comme d'autres l'ont dit aussi, les populations peu ou moins formées ont un taux d'emploi plus faible. Donc c'est une spécificité chez nous de viser la formation, la montée en gamme des compétences des personnes qui se présentent sur le marché de l'emploi. Et en particulier, puisqu'une bonne part de nos chercheurs d'emploi sont d'origine étrangère, la plupart d'entre eux disposent parfois de compétences d'un diplôme étranger, mais qui n'a aucune équivalence et donc aucune forme de reconnaissance, et donc qui est rarement utilisable sur le marché de l'emploi. Qui dit population d'origine étrangère, il y a aussi parfois une difficulté de la maîtrise de la langue ou des langues, puisque Bruxelles est une ville multilinguistique, multiculturelle, et les compétences linguistiques sont essentielles dans un très très grand nombre d'emplois. Beaucoup plus qu'ailleurs, des compétences linguistiques sont nécessaires, bilinguisme, trilinguisme, mais parfois, pour une partie importante des chercheurs d'emploi, c'est la maîtrise de la première langue. Beaucoup de nos chercheurs d'emploi ont une connaissance insuffisante de la première langue. 17% des chercheurs d'emploi inscrits chez Acteris ne maîtrisent pas la langue dans laquelle leur dossier est géré par leur accompagnateur. C'est donc particulièrement difficile. Une autre difficulté, ou peut-être liée aussi à la précarité, c'est la proportion de familles monoparentales en région bruxelloise. Et dans les familles monoparentales, 86% de ces familles, ce sont des femmes qui sont à la tête de ces familles. Et donc la charge familiale pèse lourdement sur la disposition ou la capacité à entrer dans un processus de formation ou de travail. Donc c'est pour nous aussi une caractéristique très importante de la situation du marché de l'emploi. On sait que la parentalité a un impact sur l'emploi. Avoir des enfants encourage les hommes à travailler un peu plus. Avoir un enfant n'a pas beaucoup d'impact sur le taux d'emploi des femmes. Avoir 2 enfants à peine, mais au 3e enfant, on voit une chute radicale du taux de participation au marché de l'emploi, sans doute aussi en raison des normes sociales qui font que les charges familiales ne sont pas réparties de manière identique entre les genres et que c'est un des enjeux majeurs et c'est une des causes majeures des sujets pour lesquels on se réunit aujourd'hui. Voilà pour les défis. Je n'aborde pas les solutions. Je veux peut-être vous inviter de nous expliquer un peu les projets ou les initiatives que vous avez pu prendre. En raison de toutes ces caractéristiques, l'enjeu majeur pour nous à Bruxelles, c'est, et d'autres viennent d'en parler, c'est d'abord l'orientation et la formation. Christy vient d'en parler. Les stéréotypes de genre sur les métiers frappe encore très fortement la manière dont les filles et les garçons choisissent les filières d'études, choisir la durée des études, la manière dont on se projette dans la vie, que ce soit le fait que dans les études STEM ou en informatique, on n'ait jamais plus de 20% à 25% de jeunes femmes qui s'orientent dans ces directions-là, ou que les femmes s'orientent vers les métiers du soin à la personne, et tous métiers qui sont, on le sait, beaucoup moins valorisés dans la société, qui offrent souvent des carrières avec des temps flexibles, des temps partiels, des prestations en soirée, et qui rendent d'autant plus compliqué l'exercice de métier quand on a une charge parentale. Donc l'orientation, nous avons une cité des métiers à Bruxelles et on collabore avec la communauté française et la région wallonne pour développer ça. Notre cité des métiers a pour mission de mieux informer tout un chacun sur les métiers et de travailler à briser les stéréotypes de genre pour dire que tous les métiers sont accessibles à tous ceux et celles qui veulent les entreprendre. La formation,
C'est essentiel depuis des années pour nous, c'est la priorité des priorités. 60% des chercheurs d'emploi chez Actiris n'ont pas de formation supérieure au niveau secondaire et ça marque plus encore les chercheuses et les chercheurs d'emploi. Donc il faut travailler ce volet-là, les formations. Nous avons à avoir une attention particulière aux familles monoparentales et donc de pouvoir orienter spécialement ce public-là pour trouver des solutions pour soit des reprises d'études, soit des formations, soit des reprises d'emploi. Le service public de l'emploi ne maîtrise pas toute la question de l'accueil des enfants, ça relève des communautés, les crèches, et on sait combien il y a un déficit de places en crèche en région bruxelloise et un déficit d'autant plus grand dans les quartiers plus populaires, là où se concentre une plus grande part de nos chercheurs et chercheuses d'emploi. Actiris fait sa part en ayant développé ces maisons d'enfants pour essayer d'offrir des formules ou des solutions de garde d'enfants pour celles qui choisissent de se former ou qui entrent dans leur métier, mais la vocation d'Actiris n'est pas évidemment de compléter le manque global de crèches en région bruxelloise. Nous avons aussi cherché à, puisqu'en région bruxelloise il y a un problème de reconnaissance des diplômes, à renforcer la dynamique qui veut qu'on se fonde plus sur les compétences que sur les diplômes. C'est une grande tendance maintenant, aux États-Unis ou ailleurs. On commence à se rendre compte que les compétences comptent plus. Le diplôme n'est qu'une des formes de production de ces compétences. Mais en fait, c'est les compétences intrinsèques qui comptent. Et c'est d'autant plus important dans une région comme Bruxelles, où en fait nous avons un paradoxe particulier. C'est en région bruxelloise que plus de 50% des emplois sont dans le secteur public et parapublic, qui, pour des raisons historiques, est organisé sur base du diplôme. L'accès aux emplois se fonde sur le diplôme. Vous n'avez accès aux examens, etc., que sur base du diplôme, aux promotions sur base du diplôme. Alors que nous sommes la région où la plus grande part de chercheurs d'emploi viennent de l'étranger, parfois avec des diplômes, mais sans reconnaissance ou sans équivalence. Et donc on a ce paradoxe, c'est que le marché exige des diplômes, même dans la fonction publique, même là où nous voulons mener des politiques non discriminantes, mais les pratiques historiques héritées aboutissent indirectement à une forme de discrimination à l'égard des chercheurs d'emploi étrangers ou chercheuses d'emploi étrangères qui ont des diplômes étrangers mais sans reconnaissance chez nous. Donc on est en train d'adapter le modèle d'accès aux emplois publics en région bruxelloise pour lever les conditions de diplôme et permettre une entrée plus souple dans les carrières en permettant ensuite que les... Voilà. Et alors il y a aussi le volet validation des compétences, mais ça ne marche que pour un type de métier encore très particulier, plutôt des métiers techniques. Nous avons une stratégie assez ambitieuse de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard du genre, mais aussi à l'égard des personnes d'origine étrangère en région bruxelloise. Beaucoup de femmes, et Christy vient d'en parler, travaillent dans des secteurs du soin et de ménagère, ou tous ces secteurs-là, qui sont des secteurs où on est relativement peu et mal payé. Et donc l'incitation à prendre un emploi, surtout quand on a une charge de famille, n'est aujourd'hui pas suffisante quand on voit les rémunérations nettes qu'on a dans ce secteur-là. Donc ça pose vraiment les questions d'une réforme fiscale qui permettrait que le net en poche soit réellement attractif et permette de mener une vie digne quand on accepte ce genre d'emploi. Voilà. Dank u wel. Minister Broens, ik zou u toch ook graag even het woord geven. U zei daarnet al dat een van de pistes die u ziet is om mensen aan te spreken en vrouwen aan te spreken op hun talenten. U haalde al een ESF-project aan waarbij eigenlijk het gebrek aan kinderopvang opgelost wordt omdat de vrouwen die de lessen volgen eigenlijk hun kinderen mogen meebrengen naar de crèche. Heeft u nog andere voorbeelden die u in Vlaanderen ontwikkeld heeft of beleidsinitiatieven die u genomen heeft om de arbeidsmarktpositie van vrouwen te versterken? Ja, misschien heel specifiek verwijzen naar het grootschalig onderzoek. Dat is juist ook in de presentatie al aan bod gekomen. De impact van discriminatie. Discriminatie op de arbeidsmarkt is toch nog altijd een thema waar veel over gesproken wordt. Hiernet zijn nog cijfers getoond. Wij hebben nu in Vlaanderen een vrij grootschalig onderzoek. Grootschalig alle 38 sectoren die betrokken zijn, werkgevers en werknemers die ermee hun schouders hebben ondergezet om de aard van de discriminatie in kaart te brengen en de mate van discriminatie. En om daar dan ook heel concrete acties aan te koppelen. In 20 sectoren wordt ook gekeken naar de impact van het verschil man-vrouw zijn. Of daar
inderdaad nog discriminatie speelt en in welke mate, om daar dan ook op te kunnen anticiperen. Ik denk wel belangrijk, omdat we het nooit in die mate of op die schaal hebben georganiseerd. En wij verwachten die resultaten binnenkort. Maar er zijn heel veel goede voorbeelden besproken in de verschillende regio's zijn er die, denk ik, om mensen te activeren en het verschil tussen man en vrouw om daar weg te werken. Maar als je aan mij vraagt vandaag, kijkende naar die Vlaamse arbeidsmarkt, en ik denk breder voor vele andere arbeidsmarkten ook, voor ons specifiek, er waren nog nooit zoveel Vlamingen aan de slag als vandaag. Er zijn heel veel regio's in Vlaanderen, zitten we ver boven de 80%. Er waren nog nooit zo weinig werklozen, en dat is goed. Maar tegelijk waren er nog nooit zoveel vacatures. En dan hebben we de vaststelling dat we heel veel mensen hebben die niet beroepsactief zijn. Die heel vaak zinvolle taken doen, huisman, huisvrouw. Dat wanneer je die wegneemt, dat je daar een professional op plaats moet zetten. Maar we hebben ook langdurig zieken, leefloners, inburgeraars. Een vrij grote groep mensen, vooral met migratieachtergrond, die niet beroepsactief zijn. En daar ligt voor ons een zeer grote uitdaging. Heel ons beleid is daarop gericht met de VDAB om echt die kanteling te maken, om niet alleen te werken met mensen die verplicht moeten ingeschreven worden omwille van werkloosheid, werkloosheidsuitkering, maar de mensen die vandaag geen uitkering hebben, die niet beroepsactief zijn, om die groep, een soort nieuw arbeidspotentieel, om die veel meer te bereiken dan vandaag. Daar ligt een heel grote uitdaging in Vlaanderen. En als je dan aan mij vraagt, hoe ga je dat oplossen? Dat is de hefboom, de grote hefboom, ligt op het federaal niveau, een grote politieke uitdaging. Dat is het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Als ik terugkom bij het voorbeeld van de vrouwen met een migratieachtergrond, dan verwijzen we naar taal, dan verwijzen we naar cultuur. Maar ook die mensen maken hun rekening. Als die met 2 gaan werken of alleen en je woont in een sociale woning, dan betaal je dubbel van de huur. Moet je misschien een auto aanschaffen, moet je misschien kinderopvang gaan betalen. Dus het verschil tussen werken en niet werken, dat is een grondige fiscale hervorming die absoluut nodig is in dit land om collectief naar die 80% te gaan. Ik verwijs ook heel graag naar een mooie samenwerking en die gaan we opzetten met de verschillende regio's. Vanochtend hebben we de positieve resultaten kunnen presenteren, Brussel, Vlaanderen, Actiris en de VDAB, waarbij we dus duidelijk zien dat mensen die in Brussel op zoek zijn naar werk, dat die steeds meer de Vlaamse rand bereiken. En we zetten er heel actief op in om mensen uit Brussel te verleiden naar die vele Vlaamse vacatures. We willen hetzelfde doen ook vanuit Wallonië. Ik denk dat dat absoluut nodig is, want er is een vrij groot verschil in de werkzaamheidsgraad tussen de verschillende regio's. En we moeten daar de handen in elkaar slaan en de verschillende vacatures nog meer aan elkaar aanbieden, omdat wij ze niet ingevuld krijgen en dat wij al op heel wat plaatsen echt tegen die 80% aan zitten. Nauwelijks nog werkloosheid kennen in bepaalde gebieden. Denk ik dat het belangrijk is om die samenwerking op te zetten. Maar voor mij is de hefboom dat verschil tussen werken en niet werken. Wij hebben vandaag in Vlaanderen een jobbonus. Een jobbonus die we inzetten voor mensen in de lagere categorie tussen 2000 en 3000 euro. Om hen die incentive te geven, die beloning te geven om werken meer te laten lonen. Maar ik kan alleen maar herhalen dat dat onvoldoende is in de totaliteit van de uitdaging als ik er vandaag naar kijk. En dat die grondige hervorming toch wel nodig is om globaal op het Belgisch niveau, om ons welvaartsmodel in stand te houden, om dat allemaal financierbaar te houden, moeten wij naar 80%. Want als we naar het federale tekort gaan kijken van 30 miljard, als iedereen naar 80% zou gaan, is nog maar 2/3 gelukt. Dus ik denk echt dat daar de grote uitdaging ligt op het Belgisch niveau, ook voor de regio's, om elkaar daar op die manier te versterken. Ja, dus een duidelijke oproep om op alle niveaus aan deze uitdaging te werken. Madame Moriali, vous aussi, est-ce que vous avez encore des initiatives que vous voulez présenter ou des perspectives que vous voudriez développer encore cette législature? Ce sera peut-être un peu difficile. Si. Okay. Il reste encore notamment un budget, un exercice budgétaire, donc on ne lâchera rien jusqu'à la fin. Effectivement, on a développé aussi des guichets familles monoparentales parce qu'on sait que du coup les femmes
qui sont principalement à la tête de familles monoparentales, présentent des difficultés qui ne sont pas spécialement liées à l'accessibilité à l'emploi, mais qui sont des problèmes connexes liés aux gardes d'enfants, liés au fait que s'il s'agit principalement de personnes qui sont des personnes qui ont un niveau d'éducation, en tout cas un diplôme qui est plus faible, il est difficile pour elles d'accéder à des métiers qui sont des métiers qui offrent des horaires confortables. Et donc effectivement, on a à la fois toute la diversité des gens qui vont travailler comme caissière, comme aide-soignante, comme aide familiale, comme aide ménagère sociale, comme aide ménagère, qui sont principalement des horaires qui sont inconfortables et qui ne permettent pas de pouvoir faire garder leur enfant dans des horaires qui sont autorisés. Alors on a par exemple augmenté les indemnités pour inciter aussi des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi comme je préfère le dire. Zoals in het Nederlands, on dit bezoeker, vous dites chercheur d'emploi aussi. Donc on a changé les gens qui cherchent un emploi. Eh bien, on a augmenté l'indemnité pour qu'ils puissent placer leur enfant dans des services de garde. Alors, le montant aujourd'hui est un montant qui est correct. La difficulté, c'est d'avoir un nombre de places qui soit suffisant et qui soit disponible de manière flexible. Aujourd'hui, les réponses dans l'accueil de l'enfant sont des réponses qui sont très encadrées, très rigides, et il y a trop peu de gardes d'enfants qui sont disponibles pour les heures inconfortables qui sont rencontrées pour les métiers qui sont occupés beaucoup aujourd'hui par des femmes qui occupent des familles monoparentales. On s'est projeté, on sait que les investissements qu'on réalise, notamment à travers nos plans de relance pour ouvrir 3400 places d'accueil en Wallonie dans des crèches, sont nécessaires. Mais on doit aussi réfléchir à des modes de garde qui sont plus flexibles que ce n'est le cas aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un des éléments majeurs sur lesquels la communauté française doit se pencher. On a aussi mis en place des tests de situation. Vous avez évoqué tout à l'heure dans Femmes et Finances, c'était d'ailleurs très intéressant, Mme Golding, je ne sais pas si elle est encore là aujourd'hui, mais voilà, Golding, voilà. C'était vraiment extrêmement intéressant, où vous expliquiez notamment les pièges, les difficultés que des personnes d'origine étrangère ont à trouver un boulot. On sait qu'il y a 30% de chances en moins pour une personne d'origine étrangère de décrocher un emploi. Il faut qu'on regarde aussi nous-mêmes, par exemple dans la fonction publique, on voit bien que parfois quand des offres d'emploi, et même pas l'Institut, mais Ounia par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter Ounia et de me rendre compte qu'au fond, il y avait très peu de personnes d'origine étrangère qui étaient présentes. Et ils disent, c'est un problème, on a des offres d'emploi qu'on ouvre et en se disant tout le monde peut y répondre et nous sommes les premiers évidemment à ne pas discriminer, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se sentent pas autorisés à postuler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, comme vous l'évoquiez, ont des problèmes de confiance en eux, et ça, on doit vraiment aller orienter autrement les offres d'emploi pour pouvoir attirer ces personnes, pour leur dire qu'elles sont attendues. Et il y a évidemment une double discrimination aussi à l'égard du fait qu'on peut être et d'origine étrangère et femme, et alors la discrimination est d'autant plus importante. On vient de voter des tests de situation sur le marché de l'emploi, comme on l'a fait dans le secteur du logement par exemple, et donc nous espérons que ce type de mesure, qui n'a pas pour objectif en soi de pénaliser l'entreprise, mais de plutôt lui faire prendre conscience à travers des cas concrets, à travers des CV qui seraient des CV, des faux CV en quelque sorte, de pouvoir montrer qu'en fait, elle discrimine sans le vouloir et que ça va l'aider à devoir changer de pratique aussi, parce que généralement, comme ça a été évoqué par mes collègues, on sait qu'il y a une tension qui est tellement importante sur le marché de l'emploi qu'en fait les employeurs sont à la recherche importante de personnes qui ne viennent pas parfois par les biais qu'ils mettent dans leurs offres d'emploi. Et puis on a dans les perspectives évidemment de l'individualisation des droits. Moi, je pense que si on ne passe pas par là, on n'arrivera pas à progresser suffisamment. Et je suis également persuadée que le congé parental, le congé de paternité, doit être un congé de paternité qui soit allongé, qui ne doit pas être à la carte, qui ne doit pas être pris pour aller faire des papiers administratifs. On doit créer du lien à la base. Bernard a évoqué le fait qu'aujourd'hui, les femmes passent trop de temps sur les tâches ménagères. Hein, vous connaissez les chiffres, il y a au moins 8h30 en plus pour une femme par semaine pour des tâches ménagères, 1h30 en plus minimum pour la garde des enfants. Et donc, si on veut agir à la base, il faut que les hommes
créent un lien avec leur bébé à la naissance. Et il faut que ce temps, pour pouvoir comprendre, il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas parce qu'on l'a porté qu'on sait comment ça fonctionne, on n'est pas plus doué que vous, mais on a le temps dans le congé de maternité pour le faire. Et donc je suis persuadée que dans les pays, d'ailleurs on le voit, où on a des congés de paternité qui sont mis en place, on a des taux d'emploi, on a une égalité qui vient s'installer et du coup une approche qui est très différente sur celui ou celle, et en l'occurrence ça n'est pas automatiquement celle qui va devoir réduire son temps de travail ou renoncer à sa carrière professionnelle, à sa formation ou à son épanouissement et son développement professionnel. Dank u wel. Je vais me permettre encore une question, très difficile, mais très court. Ik ga toch beginnen met meneer Broens, als ik mag. Als u nu in één zin de grootste uitdaging voor de volgende Vlaamse legislatuur zou moeten omschrijven, wat zou u dan naar voren schuiven? Ja, ik heb het al gezegd, denk ik. Hè. Dus de niet-beroepsactieve Vlaming meer dan vandaag bereiken. Dat was in één zin. Dank u wel. Monsieur Claire-Fayet, vous aussi? À Bruxelles, nous avons encore un taux de chômage de 15%. Donc, je voudrais pouvoir me fixer l'objectif que Jo se fixe pour la Flandre, mais on n'y est pas encore. Nous devons d'abord mobiliser ceux des chercheurs d'emploi qui sont inscrits chez nous, les mettre à l'emploi et donc mettre en œuvre le bilan de compétences qu'on vient de voter en région bruxelloise pour les réorienter vers l'emploi et faire monter les compétences de tous, notamment linguistiques. Het zijn toch lang zinnen in Wallonië, van Brussel. Huh? Et Madame Moreale, une petite question à vous aussi, en une phrase, si c'est possible. Quelle sera la plus grande priorité pour la prochaine législature? Continuer à réduire cet écart, un écart de 9%. Je fais le vœu qu'on le réduise au moins de moitié pour la prochaine législature. In een zin dat? Zeer goed. Oké, Très belle ambition. prima. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'on a tout droit à une pause café. Dus, dank u wel. En ook voor de kijkers thuis, we beginnen terug over een 10-tal minuutjes.